La République démocratique du Congo est aujourd'hui engagée encore une fois à Doha. Cette poursuite des négociations se tiennent dans un climat qui précède justement l'accord de Washington signé le 27 juin dernier. Sur place, on nous annonce la présence des ministres des Affaires intérieures, notamment Jacquemain Chabani pour le camp de la République démocratique du Congo, Vincent Biruta pour le Rwanda, ainsi que les représentants de l'Union africaine qui sont sur place, sans oublier ceux des États-Unis d'Amérique. Mesdames et messieurs, nous allons parler également de cette affaire justement liée à la déclaration commune de l'opposition et forces sociales suite à la signature d'un accord entre la RDC et le Rwanda. Parmi ces opposants et forces sociales se trouvent Moïse Katumbi, Joseph Kabila, Délice Sanga, Seth Kikuni, Claude Lubaya, Franck Diongo, encore Jean-Claude Vwemba. Ceux-ci déclarent que cet accord est un accord partiel, y compris dans le traitement externe. Il réduit à un conflit bilatéral impliquant, ou je veux dire occultant l'implication pourtant avérée d'autres acteurs régionaux. Voilà, notamment, il y a des pays comme l'Ouganda. Mesdames et messieurs, on va directement d'abord présenter l'invité et ensuite vous dire le sujet du jour. On parlera encore une fois de cet accord qui aujourd'hui est l'objet de beaucoup d'interprétations, bonnes tout comme mauvaises, mais voilà. Mesdames et messieurs, nous sommes sur ce plateau avec un invité qui justement un habitué de Congo Buzz Télévision, mais cette fois-ci, il est là pour la première fois, depuis que l'accord a été signé le 27 juin dernier, il est là pour donner maintenant sa particularité justement sur cet accord. Monsieur Freddy Mulumba. Monsieur Freddy Mulumba est politologue, chercheur, journaliste. C'est lui qui est avec nous sur ce plateau. Monsieur Freddy Mulumba, bonjour. Bonjour cher ami. Merci d'être des nôtres. Ça fait plus d'un mois que vous n'avez pas été là. J'avais pensé qu'il fallait prendre un peu du recul, essayer un peu d'avoir toutes les informations avant de parler. Notre peuple a besoin d'une information correcte, pas de polémiques. Alors, monsieur Freddy Mulumba, d'entrée de jeu, fidèle à votre tradition, vous savez qu'on commence par la clé de lecture. Qu'est-ce que vous pouvez vous poser? Oui, j'ai amené d'abord des livres. Oui. Le premier, c'est Géopolitique, l'intimidation, de Frédéric Charillon, publié chez Jacob cette année. Et dans ça, Frédéric montre que nous sommes dans une période de retour de compétition entre grandes puissances. Et tout est question des rapports de force. On négocie avec les hommes forts et non avec les faibles. Mais ceux qui sont faibles ont toujours eu aussi des marges de manœuvre pour savoir tirer de leur côté. Pour faire chanter les plus grands. Donc, ce qu'on peut dire, nous sommes dans un monde un peu multipolaire, mais doublé d'une guerre froide. Donc, c'est la situation actuelle. Okay. Le deuxième livre, c'est écrit, c'est les rapports de la CIA, le monde à venir vu par la CIA. Analyse, faits et chiffres. Publié chez Équateur Documents cette année. En fait, ici, ce qui est beaucoup plus important, c'est voir que les services de renseignement américains, en particulier la CIA et d'autres services, pointent du doigt la Chine comme une menace sur le plan militaire. Donc la Chine bientôt aura une grande armée et la Chine menace l'hégémonie américaine, la force américaine. Et ce qu'on peut parler, cette compétition se fait au niveau de technologique, mais aussi économique. Jusqu'à présent, on n'a pas encore pensé à faire la guerre chaude, ou bien affronter militairement
l'affrontement entre la Chine et l'Amérique sur le plan militaire. Jusqu'à présent, on envisage ça peut ou ne pas avoir lieu. Mais ce qui est vrai que nous sommes dans une nouvelle guerre froide. Il faut déjà se préparer mentalement pour savoir défendre nos intérêts. Deuxième élément, que la Chine, dans les rapports, la Chine et la Russie font bloc commun pour, comment dirais-je, influencer le Sud global. Ça signifie que l'Asie, l'Afrique, l'Amérique du Sud, pour les tirer de leur côté et contester l'hégémonie américaine ou bien occidentale. Donc, il faut déjà se mettre en tête, l'affrontement sera rude. Et ça va se passer beaucoup plus sur le plan technologique et commercial, économique. Les trois éléments que je n'ai pas encore donnés, que dans les documents de la CIA, ils pensent déjà qu'il y aura d'autres puissances régionales qui pourront semer un peu de trouble, surtout sur le contrôle de renseignements civils tout comme militaires. Donc il faut en tenir compte. Donc c'est un monde en quelque sorte multipolaire qui se met déjà en place et l'Amérique est en train, l'Amérique doit se préparer à intégrer ce monde. Voilà un peu un cadre général aujourd'hui, l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Donc, le Congo, l'Afrique, le monde se trouvent donc compétition entre grandes puissances. D'un côté, vous avez la Chine et la Russie qui affrontent l'Amérique et l'Occident de manière générale. C'est ça la situation. Mais en attendant aussi, il y a aussi de puissances régionales qui commencent à émerger. Vous avez la Turquie, vous avez l'Iran, l'Arabie Saoudite, vous avez l'Inde, vous avez la Corée du Nord, qu'on le veuille ou non, c'est une puissance nucléaire. Il faut en tenir compte. Et pour Trump, il ne veut pas faire de guerre. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont fait beaucoup de guerres, ça a desservi l'Amérique sur le plan image et sur le plan économique. Quand ils font des guerres, des Chinois investissent dans la science, nouvelle technologie. Aujourd'hui, dans d'autres domaines, la Chine est au-dessus de l'Amérique, domaine un peu technologique. La Chine est très loin. Donc pour Trump, il faut rattraper vite la Chine en investissant beaucoup plus dans la science, technologie, recherche, mais aussi faire revenir beaucoup plus d'entreprises américaines pour s'installer en Amérique et créer des emplois pour les Américains, parce que pour le moment, les Américains consomment chinois et ne consomment pas américains. Donc le jour où la Chine va couper, je pense qu'en Amérique, il y a beaucoup de problèmes. Il y aura beaucoup de problèmes. Alors, M. Freddy Moulma, dans ce conflit multipolaire que vit le monde actuellement, quelle est la place de l'Afrique, de façon générale, et de la RDC particulièrement? Ce qui est dramatique, je suis un peu beaucoup de télévision africaine, tout comme les journaux africains, les atouts africains. Trop peu parlent de mutation géopolitique, trop peu. Le monde est dans un tournant. Il faut comparer ce monde aujourd'hui à celui qui a eu lieu vers 1492, quand l'Europe a envahi l'Afrique, en 1492. Au 15e siècle, avec l'arrivée des explorateurs. Oui, ils sont venus et on a été vendus comme marchandises, la tête négrière, après la colonisation, jusqu'au jour où nous sommes dominés. Donc, pendant 5 siècles, nous sommes dominés. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous sommes dominés, jusqu'aujourd'hui. Normalement, là où il y a des élites qui ont l'essence de l'histoire, c'est de relire l'histoire et tirer des leçons. Curieusement, les Africains, et les Congolais en particulier, sont ailleurs. Alors que le monde est en train de changer. Et si on ne fait pas beaucoup d'attention, nous serons encore des esclaves des autres. Hier, c'était les Européens. Si nous ne sommes pas sérieux, ce sera les Chinois, les Indiens, les Pakistanais et d'autres peuples, d'autres civilisations qui vont nous recoloniser. Donc il faudrait que les Africains et les Congolais en particulier prennent conscience. Il faut travailler. Possible de rattraper le retard que nous avons? C'est possible aujourd'hui avec les nouvelles technologies. On peut aller plus vite. On peut d'abord informer notre peuple, les former, déformer, déformater, parce que notre pensée telle qu'elle est là, c'est beaucoup plus, comment dirais-je, une pensée qu'on n'a pas héritée comme telle, qu'on nous a imposée. La pensée occidentale en quelque sorte. Elle est imposée. On n'a pas encore une pensée africaine. Il y en a qui ont travaillé jusqu'à présent au niveau de l'opinion, au niveau de la population. Cette pensée n'est pas encore rentrée dans le mental
dans l'imaginaire des Africains et des Congolais. Donc il faut y travailler pour avoir des Africains conscients, rigoureux, qui savent que nous sommes dans un monde très violent et il faut se battre pour résister. Il faut se battre pour résister. Alors, M. Freddy Mulumba, parlons cette fois-ci de l'accord. L'accord du 27 juin, dit de Washington, entre la RDC et le Rwanda. Je l'ai ici entre mes mains. J'aimerais comprendre, M. Freddy Mulumba, dans ces mutations géopolitiques, cet accord trouve-t-il sa place également? Oui, je pense qu'ici, il y a trop de polémiques. Oui. Quand on a amené la ministre du Congo, tout comme celui du Rwanda, Thérèse Wagner, ils se sont retrouvés au bureau ovale de la Maison Blanche. Oui. J'ai observé. Moi, je n'ai pas voulu lire l'accord. Pour moi, les véritables accords, ce sont des déclarations de Trump. Pourquoi? On lui pose la question, si on ne respecte pas cet accord, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui ne va pas respecter sera sanctionné, et lourdement. Très clair. Donc ça, ce n'est pas exactement l'accord. J'ai dit que ça, c'est un texte qu'on a signé. Mais pour mieux comprendre, il faut suivre ce qui s'est passé à la Maison Blanche. Ce que Mme Kaikwamba a déclaré, ce que l'homme du Rwanda a déclaré, ce que Trump a parlé. La fille, l'angolaise, la journaliste, ça c'était très clair. Elle dit, j'ai toujours parlé, donc il a parlé à Biden, qu'on tue le Congolais. Personne ne répondait. C'est Trump, la seule personne, donc le seul président, qui est venu mettre fin à la tragédie congolaise, initiée par Bill Clinton. Parce qu'on a tendance à oublier. Pour comprendre ce qui se passe actuellement, comprendre cet accord, il faut relire l'histoire. Comment les Rwandais et l'Ouganda sont devenus de grandes puissances entre guillemets. Donc des parrains pour toute l'Afrique centrale. Comment? C'est parce que Bill Clinton l'a voulu. Bill Clinton, Kagame Toko Museveni sont des fabrications de Rwanda. Pardon, de Bill Clinton. Maintenant, Trump vient. Après 30 ans, il met fin à cela. Donc, on a mis fin à 30 ans de tragédie, de misère des Congolais, des pillages. Mais il y a quand même des sceptiques au niveau national. Il y a des Congolais qui pensent que cet accord seul ne suffira pas. Qu'est-ce que vous leur direz? Oui, de toute façon, moi ce qui m'étonne d'abord, c'est voir les doutes que les Congolais ont. Ont-ils compris? Les Rwandais a occupé, les Rwandais et l'Ouganda occupent l'Est depuis 30 ans. On pille, on tue. Bilan, 7 millions de déplacés internes, 10 millions de morts, plus de 500 000 femmes violées. Curieusement, je ne parle pas de ça. C'est comme si ils sont tous au service des globalistes, au service des Rwandais, au service des Ougandais. Cet accord aussi n'en parle pas. Parler des femmes violées, mais, 10 millions de déplacés. Vous parlez très loin. On n'en parle pas dans cet accord. Oui, mais Trump, est-ce que tu as suivi ce que Trump a dit? Il a parlé de 6 millions de morts. Quand vous, Congolais, vous avez peur de parler de millions de Congolais qui sont tués par Kagame Museveni. Trump a parlé. Il va encore plus le dire. Il y a plus de 7 millions. Trump, qui est un président américain, qui est un blanc, il vous parle, vous là, Africains, noirs, on dit vos propres frères, vous ne parlez pas. Ce qui est dramatique. Même les Américains ne comprennent pas. Que les gens qui viennent vous aider pour mettre de l'ordre dans votre pays, vous vous dites non, nous sommes bien avec les Rwandais, avec l'Ouganda qui nous occupent. Mais ça c'est pas une élite. Est-ce qu'on peut rester silencieux sur un accord? Vous dites cet accord ne mérite pas de critique aussi? Non, on devrait critiquer l'occupation du Congo par Kagame et Museveni. Ça fait 30 ans. Actuellement, Munagana, c'est 3 ans. Goma et Bukavu, ça fait à peu près 6 mois. Au lieu de parler de ça, vous allez parler, oh non, il faut se partager le pouvoir. Ça signifie que la classe politique congolaise qui a été mise en place, ou bien construite par, créée par Kagame et Museveni, c'est une classe politique qui continue à défendre les intérêts rwandais et ougandais occidentaux. Sinon, si c'était une classe politique congolaise, c'était d'abord, qu'est-ce qui est important?
C'était, on a occupé le Congo, on a fait un génocide, on occupe Bunagana, 3 ans, et vous avez Goma et Bukavu. Ces gens tuent nos propres frères, ils doivent quitter. Curieusement, vous ne parlez pas de ça. Vous attaquez l'accord, ça signifie que vous êtes des complices. Parce que dans ça, c'est vrai, l'accord n'est pas parfait. Mais ce qui est beaucoup plus important, on vient de mettre fin à la tragédie de 30 ans. Cette tragédie qui est à la base, c'est Bill Clinton avec la guerre de l'AFDEL. Mais comme beaucoup de gens sont entrés en politique grâce à l'AFDEL, ils ne peuvent pas se permettre de remettre en cause les parrains ou bien les patrons qui est Kagame et Museveni. C'est ça le problème. Monsieur Freddy Mulumba, beaucoup d'acteurs politiques, pour ne pas citer ceux de l'opposition, voient dans cet accord un bradage des ressources naturelles notamment. Pour eux, le Rwanda et les États-Unis vont obtenir par l'accord ce qu'ils obtenaient par le pillage, par les meurtres, par l'assassinat. Votre avis? Ça, ce sont des polémiques des Congolais. Il faut suivre les informations. D'abord, parce que l'accord qu'on a signé, a un volet économique. J'ai dit que c'est un accord de paix. Oui. Donc on a mis fin à la guerre. Il y aura 3 accords. Oui. Un accord signé entre le Congo, ce qu'on appelle les deals. Donc nous allons signer les deals avec les États-Unis sur les minéraux stratégiques. Il y aura un deuxième accord entre les Rwandais, parce que les Rwandais disent qu'il a des minéraux. Les Rwandais et l'Amérique. Et le troisième accord, c'est entre le Congo et les Rwandais, parce qu'il y a des matières premières ou bien des richesses transfrontalières. Pour éviter des problèmes, il faut que les accords, on se mette d'accord sur l'essentiel. Par exemple, nous avons dans les lacs Kivu, vous avez les gaz méthane, donc il faudrait que le Congo exploite et le Rwanda exploite, ce qui est normal. Ce qu'on fait aussi avec l'Ouganda, avec le pétrole. Donc ce qui est normal, il faut qu'il y ait de l'ordre. Mais ce qui est bon ici, les droits internationaux vont s'imposer. Parce que ce sont les États qui négocient. Donc nous sommes maintenant en droit. Donc les Rwandais, tout comme les Museveni avec ces gens, ne vont pas encore justifier les pièges du Congo. Mais pourquoi le Rwanda n'a pas été condamné? Parce que le Rwanda est reconnu comme étant un État qui agresse la RDC, qui tue en République démocratique du Congo et qui vole les minéraux du Congo. Pourquoi le Rwanda n'a pas été... Est-ce que réellement les Rwandais peuvent faire la guerre au Congo? Un petit pays de 10 millions d'habitants. Si les Rwandais occupent le Congo, ce n'est pas les Rwandais. Ce sont des globalistes, mondialistes, qui étaient à la base de la guerre de l'AFDEL. Ils sont partis chercher Kagame et Museveni pour chasser les pouvoirs Hutus et prendre le Congo. Ce sont ces gens-là qui nous font la guerre. Ce qu'on appelle mondialiste économique, mondialiste globaliste. Là, Kigali, vous avez des banques, vous avez des compagnies d'assurance, vous avez des usines. Ça appartient à qui? Aux Rwandais? Ça appartient aux Qataris, ça appartient aux Chinois, vous l'avez dit, ça appartient à beaucoup de nationalités, beaucoup de nations. Oui. Mais aujourd'hui, le Qatar est aux côtés des États-Unis pour résoudre cette crise. Le Qatar n'est pas à côté des États-Unis d'Amérique pour résoudre la crise. Le Qatar est là pour ses intérêts parce que le Qatar a beaucoup investi. Dernièrement, ils ont mis en place une usine pour le traitement de l'or. 2,4 milliards de dollars qu'ils ont investi. Au Rwanda. Au Rwanda. Or, Trump a signé un décret dans lequel ils ont dit l'or fait partie des minéraux stratégiques pour la sécurité américaine. Donc il y aura un contrôle sur tout l'or congolais quand il sort, un contrôle sur le coltan par les Américains. Donc Qatar, tout comme les vieux chefs d'État ici, Obasanjo et d'autres, les Européens, c'est qu'ils font des problèmes. Mais de toute façon, on a déjà signé l'accord entre le Rwanda et le Congo, l'accord de la paix. Le Congo va signer avec l'Amérique sur nos propres minéraux. On ne va pas signer pour qu'on se partage avec les Rwandais. Il y a une confusion. On va signer les deals entre Congo et Amérique pour nos propres minéraux. C'est très clair, qu'on ne puisse pas faire la confusion. Ce n'est pas un deal minéraux contre sécurité. C'est ça, non? On nous amène, on va nous sécuriser. Et puis, en contrepartie, ils ont le contrôle des minéraux stratégiques parce que l'enjeu ici, c'est la Chine. Mais M. Freddy Mulumba, je comprends, mais comment l'Amérique va venir sécuriser le Congo? Par quel mécanisme? Ils vont déployer
les marines américains ou qu'est-ce qu'ils vont, comment ça va se passer? Certains parlent d'Eric Prince. D'abord, ce qui est positif, oui. Nous sommes protégés par les Américains. On a fait 30 ans. On nous pillait. Qui parlait? Les globalistes qui avaient le pouvoir avec Clinton pillaient le Congo. Les globalistes, les Rwandais, l'Ouganda, la Chine et les autres pillaient le Congo. Trump vient mettre fin à cela. Donc nous sommes maintenant protégés par les Américains pour qu'on puisse pas venir nous piller. Mais on ne va pas nous protéger comme ça, seulement en mettant, en déclarant. Il faut d'abord que notre armée soit réformée, qu'on ait une armée nationale pour protéger nos richesses. Parce que si vous n'êtes pas capable de protéger vos richesses, on vient les prendre gratuitement. Deuxième chose, il y aura la loi. Donc les entreprises américaines qui vont s'installer au Congo, tout comme au Rwanda, seront, je dirais, jugées par rapport au droit américain, ou bien à la loi américaine. Donc toutes les entreprises qui vont s'installer dans cette zone doivent respecter les droits américains. C'est la réalité. Et ça nous met maintenant à l'abri des pilleurs et des voleurs. Roubaïa, quand les gens qui disent qu'ils parlent, l'Amérique va voler nos minéraux. Mais Roubaïa, qui contrôle Roubaïa aujourd'hui? Il y a un problème chez les Congolais. Roubaïa, Kagame et leurs amis prennent des milliards de dollars chaque an. Les rebelles 2023, ils prennent combien par taxe? 800 000 dollars les mois. Donc vous êtes à la faites du bruit. On vient vous aider pour mettre l'ordre, vous dites non. Nous préférons rester avec notre maître Kagame et Museveni, comme ça on peut jouir comme les inconscients. Ça ne marche plus. Dans l'accord, au point 7, il est écrit « Le présent accord ne crée aucune obligation pour les États non partis siégeant au comité de surveillance conjointe. » Je viens de te dire ici, si tu veux comprendre les contenus de l'accord, ce que Trump a déclaré, si quelqu'un ne respecte pas, on va le sanctionner. C'est écrit dans les accords. C'est écrit dans les accords, si vous voulez être rigoureux. Le véritable accord, c'est la déclaration de Trump. Celui qui ne va pas respecter sera sanctionné. Est-ce que ce n'est pas une nouvelle, une recolonisation des Américains à travers cet accord? Donc, entre la recolonisation des Rwandais et des Ougandais et les Américains qui viennent vous dire non, on va vous protéger, vous voulez faire avec quel choix? Ça, nous disons, notre problème, l'élite est très faible. Il faut déformater, nous sommes aliénés. Comment pouvez-vous accepter que les Rwandais et les Ougandais nous occupent, nous exploitent, nous tuent? Et quelqu'un qui vient vous aider pour vous en sortir, vous dites non. L'Amérique vient faire la recolonisation, non. L'Amérique vient pour ses intérêts, les Américains le disent clairement. L'Amérique first. C'est pour les intérêts américains qui comptent. Maintenant, c'est à nous d'apprendre, identifier nos intérêts et les défendre. C'est tout. On n'a pas à se plaindre. Que laisser les Rwandais et l'Ouganda nous occuper, nous tuer, ça fait très mal. Très mal. On ne veut pas de 10 millions de morts. C'est même les Américains commencent à se poser des questions. Ça, c'est quelle élite? Ça, c'est quelle élite? Vous êtes occupés. 3 ans. 30 ans de guerre. 20 millions, 10 à 15 millions de morts. De déplacés internes. Donc, ça ne vous dit rien. Vous dites non, on va s'entendre avec l'Ouganda, avec le Rwanda pour qu'on s'ensemble. Non. Ça, ce n'est pas notre élite. C'est une élite de mercenaires. Les élites congolaises, les patriotes défendent le Congo. Tout celui qui défend les Rwandais et l'Ouganda, qui demande que le Rwanda et l'Ouganda viennent à la table de négociation, ça signifie que ce sont des gens qui ont été fabriqués, créés par Kagame et Museveni et qui les ont mis au pouvoir. C'est que beaucoup de gens oublient. Oui. Je pense qu'il y a un livre qui a été publié par Michela Vrong. Moi, j'ai la version anglaise, mais il a publié une version française. Dans ce livre, Michel Vrong avait interviewé Kaligera. Kaligera, oui, c'est l'ancien patron du service de renseignement rwandais. Il a été assassiné par Kagame en Afrique du Sud. Kaligera dit à Michel Vrong, nous sommes un petit pays. On n'a pas une profondeur stratégique. Donc nous devons être présents au Congo.
nous devons faire nos guerres en dehors de nos frontières. Donc être au Kivu le plus longtemps possible. On ne quittera jamais. C'est le Rwanda. C'est Karegeya qui écrit, il faut lire les livres de Michel Wong. Qui dit à Wong. Oui, dans les livres. Dont Israël, c'est en anglais. Et il dit, nous devons avoir nos gens au pouvoir à Kinshasa, au gouvernement, pour qu'on soit en sécurité. Donc penser que vous allez négocier avec les Rwandais serait une erreur. Il n'y a que la force, rapport de force qui va contraindre Kagame de fuir tout comme Museveni. Tant qu'on est faible, toutes les négociations vont déboucher sur la balkanisation. Toutes les négociations vont déboucher sur donc, toutes les négociations vont déboucher sur les négociations. Je vous prends quelques exemples historiques. L'histoire de notre pays est très riche. Malheureusement, on ne fait pas appel à ça. En 1961, Tchombe a fait la saison katangaise. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Américains ont décidé de casser Tchombe. Il y a eu des négociations entre les Katanga et le gouvernement congolais, le gouvernement central. Ça n'a pas tenu. C'est quand on a décidé d'attaquer les rebelles katangais, les chasseurs du Katanga, ils sont partis se réfugier en Angola. Après négociation. Il ne faut pas oublier. Donc, les négociations ne valent pas la peine quand il n'y a pas une force pour contraindre Kagame Museveni de partir du Congo. Quelqu'un qui a fait 30 ans, il a ses mines d'or, récoltant. Vous lui demandez de partir comme ça par des négociations, donc vous ne comprenez pas les rapports de force en relations internationales. Vous voulez dire que le Rwanda ne laissera pas? Il ne va pas quitter si on ne les chasse pas. Il faut que les Congolais comprennent. Doha, tout comme ce qu'on a signé à Washington, si nous ne nous battons pas, on va perdre nos territoires. En 2012. Ce n'est pas écrit dans l'accord. Oui, mais ça, c'est du papier. Moi, je te parle de réalité sur le terrain. Rapport de force. En 2012. Et il y a eu combien de négociations entre SNDP, M23 et autres? Ça aboutit à quoi? Kagame, le troupes de Kagame et Museveni occupaient déjà Goma. Ça a terminé comment? On a fait appel aux Nations Unies. Notre armée, on a doté des armes. On a chassé M23. Ils sont partis se réfugier au Rwanda et en Ouganda. Mais l'accord parle... L'histoire va se répéter. Monsieur Freddy Mulumba, je suis totalement en train de vous suivre, mais l'accord parle des négociations entre l'AFC et le M23. Je t'informe. Mais vous parlez de chasser militairement. On va les chasser. L'accord parle du désengagement des forces. C'est le premier accord qu'on a signé. Ce n'est pas le premier accord. Et pourquoi le premier, les autres, ça n'a pas réussi? Pourquoi ça n'a pas été respecté? Kagame, je vais te dire, Kagame ne peut pas respecter ces accords. Il n'y a que les rapports de force. Il faut les contraindre, il faut les chasser. Parce que si Kagame accepte aujourd'hui les accords, il quitte le Congo, ne contrôle plus le pouvoir à Kinshasa, automatiquement il n'a plus de pouvoir. Il serait incapable de payer ses militaires. Et ceux qui vont retourner vont lui faire un coup d'État. Donc il a intérêt de tirer les choses en longueur. Comme ça, il se mettait au pouvoir. Monsieur Freddy Mulumba, vous êtes un journaliste chevronné, respecté dans un peu dans le microcosme politique, et même vous êtes un ancien patron de presse. Vous avez été même DG de la télévision nationale. Dans votre carrière de journaliste, monsieur Freddy Mulumba, qu'est-ce que vous savez des FDLR jusqu'au jour d'aujourd'hui? FDLR n'existait pas. Il y a des rapports des Nations Unies. On a démontré que quand on renvoie les Hutus rwandais, ceux qui étaient venus avec donc ceux qui ont fait les génocides, on les envoie au Rwanda. Kagame prend ces gens, il les recycle. On les envoie dans des mines au Congo. Toutes les mines là, Rubaya, par-ci par-là, vous avez des Hutus que Kagame a recyclés qui gardent. Vous avez des Tutsis qui travaillent ensemble, il ne faut pas être naïf. Donc FDLR qui est au Congo travaille avec Kagame. Ce sont les gens de Kagame. Mais Kagame a besoin de dire ça parce qu'on pense qu'on va tuer les Tutsis. Qu'ils nous disent combien d'FDLR ont attaqué le Rwanda. Ça fait 30 ans. Tu as entendu qu'on a attaqué Kagame? Non. C'est un
comment on appelle ça? Pourquoi alors nous avons signé cet accord où nous nous engageons à neutraliser ces FDLR? Pourquoi? Est-ce une erreur politique? Il n'y a pas d'erreur. Retiens ce que je t'ai dit. On va les chasser. Je viens de te dire ici, aucune négociation ne peut déboucher, ne peut aboutir avec Kagame. Ça fait 30 ans, on n'est pas tous idiots quand même. C'est-à-dire, Kagame ne respectera jamais... Il ne va pas quitter le Congo si on ne les chasse pas. On va les chasser. Parce que la fois dernière, pendant 30 ans, il avait les globalistes qui étaient derrière lui. Maintenant, c'est lui qui est à la tête de la maison, qui est à la Maison Blanche. C'est un souverainiste. Mon cher ami, on va les chasser. Mais ce ne sont pas les Américains qui vont les chasser, c'est nous. On avait infiltré, tu vois même au niveau de l'armée ce qui s'est passé. On achète des armes, on va attaquer. Le lendemain, les généraux fuient. On laisse les troupes seules et Kagame tue. C'est combien de gens sont morts à Goma? On ne peut pas oublier ça. Ils ne sont pas idiots. L'image, Kagame avec ses amis pense qu'on est tous idiots. Il se trompe. De toute façon, c'est sa fin. C'est sa fin, c'est fini. Il a fait 30 ans. Il a tué les Congolais. Il a pillé. Jusqu'aujourd'hui, il a ses infiltrés à Kinshasa. C'est la raison pour laquelle nous tournons en rond. Mais ça ne va pas durer longtemps. Ça ne va pas durer longtemps. Kagame, on va les chasser, on va chasser les troupes rwandaises à l'est du Congo. Je sais que maintenant, les Européens sont derrière, avec la France qui donne des armes. Mais quand nous aurons au niveau des militaires, des patriotes, on en a déjà. On est en train de nettoyer. On va faire la guerre. C'est la guerre qui libère, mon cher ami. Kagame va nous respecter quand il verra que nous sommes à la porte de son palais. Si on ne va pas nous respecter, tu vois, mais il parle avec arrogance. Enfin, il sait très bien qu'ici, les élites sont très faibles, pour la plupart. Parce que ces élites-là, c'est Kagame qui en a fabriqué. Ils sont nombreux ici. C'est comme ça, quand on parle de l'Est, ils ne parlent même pas. Tout le monde se tait. Oh, allons négocier. Pour qu'on continue avec les systèmes d'exploitation des Congolais. Un grand pays, 100 millions d'habitants. Regarde la misère. Et quand on regarde, et puis se démontrer, il y a un article qui a été publié qui est dans Foreign Policy. Je pense il y a 2 ou 3 jours. On dit que Kagame, le Rwanda, crée l'instabilité en RDC. Cette instabilité fait à ce que le Congo ne contrôle pas certaines zones. Donc certains territoires, là où il y a des minéraux. Et ces minéraux, donc ces désordres profitent à la Chine et aux autres compagnies étrangères ou bien d'autres puissances. Et le Congo est pauvre. Et c'est au détriment de l'Amérique. Parce que n'oubliez pas, nous sommes premiers producteurs du coltan. Nous sommes premiers producteurs du cobalt. Nous sommes 50e ou bien 5e du cuivre. Ce sont des minerais stratégiques. Les Américains en ont besoin pour faire face à la Chine. La Chine est tellement en avance. Et tous ces minerais sont raffinés où? En Chine. Donc, on va vous laisser, on va laisser Kagame faire n'importe quoi au Congo. On ne va pas le laisser faire. Mais là où il y a des gens qui ont le sens de l'histoire, c'est lui expliquer. Mon cher ami, c'est fini. Il faut vite te plier. Il a encore le soutien de Macron, des Français, des Européens. On les trompe. Monsieur Freddy Mulumba, quel est votre avis par rapport à ceux qui pensent que d'abord, il faudra que la République démocratique du Congo pense également à organiser un dialogue en interne qui pourra être aussi une des voies de sortie de crise, notamment dialogue Senko et CC. Est-ce que vous pensez que ce dialogue peut-il aussi être une des solutions à la crise? Tous ces gens portent des masques. Senko avec SCC, ils étaient à Goma, non? Est-ce qu'ils ont rencontré la population? Est-ce qu'ils ont parlé de plus de 10 000 Congolais qui sont tués par Kagame? Ils partent à Kigali, ils prennent une photo. Tu sais, on se moque de nous. Comment ça? Va demander à un juif d'aller saluer ou bien un ancien nazi. Il ne le fera jamais. Mais chez nous, on a un problème.
quelqu'un qui vous humilie, quelqu'un qui vous tue, qui vous pille, vous partez manger avec lui. Ça signifie que vous n'avez pas le sens de l'honneur. Ce qui arrive à nos prêtres, que ce soit Senghor ou autres, ils n'ont pas le sens de l'honneur. Quand on a ce sens de l'honneur, on ne négocie pas avec les bourreaux. Les bourreaux, on les combat. C'est jamais vu. 30 ans de souffrance. Allez à Goma, allez à Bukavu, voir comment les gens souffrent. Et vous avez des prêtres qui vont voir Renanga, ils voient les autres. Oh non, il faut mettre les Kagame, le Rwanda et l'Ouganda dans cette histoire. Mais il y a un problème chez nous. Ça, c'est ce qu'on appelle les gens qui ont une culture d'esclaves. Donc, il faut enlever cette culture d'esclave dans la tête de nos compatriotes congolais. Mais on fait comment, puisqu'il y a une classe politique? On fait la guerre. Une partie. J'ai dit ceci. Ce ne sont pas des négociations qui vont contraindre Kagame de quitter. Parce que sans le Congo, Kagame n'existe pas. Il faut que les Congolais comprennent. Tout est question de rapport de force. Nous sommes dans un monde aujourd'hui, si vous êtes faible, on vous écrase. Hein. Kagame risque de faire 10 ans là-bas. C'est quand ils vont comprendre que Kinshasa a décidé de les chasser. Je pense que pour le moment, on a utilisé toutes les voies diplomatiques. Et c'est bien fait. Sur le plan international, l'homme est battu. Droit international. Maintenant, nous partons dans des rapports de force. Ça signifie que nous construisons notre armée, nous récupérons notre territoire. On n'a pas besoin de négocier avec des bandits. L'Amérique ne peut pas nous imposer ça. Nous devons refuser. Négocier avec c'est que tu es des Congolais, mon cher ami. Mais c'est curieux parce que vous êtes à Kinshasa, vous ne savez pas ce qui se passe à l'est du Congo. Vos médias sont dans des querelles, dans des polémiques, mais on ne vous donne pas les informations. Si aujourd'hui, tous les médias qui sont à Kinshasa pouvaient projeter, bien faire des reportages sur la misère des Congolais, Bukavu, Goma, Ituri, il y a aussi Uvira. On va pas, les larmes vont couler. Et malheureusement, on est tous inconscients. On a des querelles, les évêques ont dit, non. Il n'y a que la guerre qui va nous libérer. Nous sommes une puissance. On va vous respecter quand vous êtes fort. Sans la guerre, sans la guerre, Kagame ne va pas partir. C'est la réalité. Monsieur Fredy Mulumba, quelle peut être la part de responsabilité de l'élite politique et l'élite intellectuelle? Quelle est la part de responsabilité de la tragédie qui traverse la RDC? D'abord, l'élite intellectuelle est là peut s'assumer. Parce que ce n'est pas normal qu'on soit dans ces conditions. On ne voit pas les philosophes, les penseurs et d'autres intellectuels parler. C'est pas normal. Quand on dit parler, ce n'est pas un individu. Mais vous parlez, vous êtes là. Moi, c'est un individu. Vous dénoncez. Non, je vous parle des philosophes, politologues, géopolitologues. Si je vois un peu le collectif, pas l'individuel. Mais la plupart sont d'abord chosifiés, ils sont malheureux, ils payent difficilement, et ils ont peur, ils sont traumatisés. Parce que trop peu résistent à la menace. Kagame, il est là-bas, il fait peur à Kinshasa. Tout le monde a peur. Tout le monde a peur à Kinshasa. Tout le monde a peur à Kinshasa, sauf le président Tshisekedi, qui l'attaque en face. C'est la seule personne qui parle. Est-ce que tu as vu combien de ministres attaquent Kagame en face? Combien de prêtres attaquent Kagame en face? Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Vous voulez dire par quoi? Non, ce sont des gens, la plupart ont peur d'un côté, de l'autre côté, il y a des complices. Dans le gouvernement, il y a des gens qui sont... Il y a des complices. Dans le gouvernement? Partout. Je dis, partout il y a des complices, sinon on ne peut pas accepter. 30 ans durant, notre peuple souffre, dominé par le Rwanda et l'Ouganda, on ne sait pas les libérer. Il y a des complices. C'est très clair. La part de responsabilité aujourd'hui, M. Fredy Mulumba, dans la résolution de cette crise. On parle de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Est-ce que cet accord vient contredire cette résolution ou bien cet accord vient en appui? Non. Quel est votre avis par rapport à ça? Non, je pense que l'accord, le véritable accord, c'est que les Américains ont fait signer au Rwanda. Mais nous sommes un État souverain quand même. Souverain, quand vous êtes occupé par le Rwanda, vous êtes souverain où? On vous aide pour vous libérer, vous êtes souverain. Vous êtes souverain où? Le véritable accord, c'est ce qu'on a signé là. Les Rwandais étaient contraints. On ne peut pas encore se cacher. Kagame avait fui, il a refusé la Rwanda en 2024. Il a saboté, le président qui était sur place.
Mais la condition de Kagame était claire. Maintenant, on a pris les mêmes documents là. Il faut qu'on puisse... Écoute d'abord, on a pris le même document qu'il a refusé de signer à Luanda. On l'a annexé à cet accord. Il faut le lire. Hein. L'homme a des mains liées. C'est fini. Kagame demandait ce que, pour qu'il puisse signer avec la RDC, il faut que la RDC s'engage à discuter avec l'AFC M23. C'est parmi les revendications de Kagame à l'époque. Si on revient... Kagame c'est qui? Kagame c'est qui? Vous êtes très faible vous là. Kagame c'est qui? Vous avez un grand pays comme ça. Vous avez perdu un petit pays comme le Rwanda. Il y a un problème sur le mental. Notre problème mental. Kagame c'est qui? Hein? C'est qui? Monsieur Freddy Mulumba. Je vous dis ceci. Non, je ne suis pas contre ce que vous dites. Ce que je si on revient sur les faits. Kagame, il faut les chasser par la force. Il faut que les Congolais retiennent cette leçon de l'histoire. 61, on a attaqué les rebelles Katangé, qui étaient avec Tchombe. Ils sont partis se réfugier en Angola. C'est en 2012, on a frappé M23, qui occupait déjà Goma, notre armée avec la MONUSCO, sous comment dirais-je, sous protection américaine, l'Amérique a donné l'autorisation, on les a chassés. C'est ce langage que Kagame comprend. Cette fois-ci, l'histoire va se répéter. Si on ne les chasse pas, on perd les deux provinces. Mais je ne pense pas qu'on va les perdre. Parce que, retenez ce que Moussa Kabila avait dit. La guerre sera longue. Et répond, non? Et populaire. Ah, oui. Monsieur Freddy Mulumba, on a compris cela. Mais dans l'application de cet accord, aujourd'hui, parce que nous sommes en train d'aller rapidement vers la chute de cette édition, dans l'application de cet accord, qu'est-ce qu'on fait de ce que d'aucuns disent la crise interne, notamment cohésion nationale, notamment unité nationale, voilà, crise entre guillemets de légitimité. On fait comment de tous ces problèmes en interne? Ici, les problèmes, ce n'est pas ces individus pour la plupart qui sont corrompus. Ces individus qui portent des masques. Ces individus qui travaillent pour les intérêts étrangers. La crise congolaise, c'était une crise d'État. L'État qu'on a arrêté de la colonisation, qu'on a copié aveuglément, s'est effondré. Nous sommes dans une ville étatique. La première chose à faire aujourd'hui, c'est réinventer l'État. Avant de parler vos histoires de négociations ici, on perd le temps. On doit refaire d'abord l'armée, c'est un pilier important. La justice, c'est aussi important. Et la diplomatie. Mais il faut refaire vite, comment je dirais, ces trois piliers-là. Ça, ce n'est pas un problème de politiciens. Pour construire l'administration, c'est un problème de politiciens. Les politiciens ici sont mal habitués, ils viennent pour se partager le pouvoir et manger. Et pour la plupart, ils travaillent pour les intérêts étrangers. Je vous ai dit ici, 80% de notre classe politique, c'est composé des gens que Kagame et Museveni ont créés. Voilà pourquoi nous sommes magnifiques. Voilà pourquoi il y a l'infiltration. Pas ces gens sont arrivés avec la fidèle. Vous confirmerez les propos de Jean-Pierre Bemba qui parlait d'une tentative d'assassinat du chef de l'État par notamment les évêques de la Cinco, Joseph Kabila, Moïse Katumbi. Ensemble, ils voulaient mais si Bemba a des informations, il les a données, non? Faire un coup d'État. J'ai dit ceci. Oui. Bemba, Jean-Pierre Bemba, il est à la tête, donc il est vice-premier ministre. Et puis c'est un ancien rebelle, c'est un ancien de Mobutu. Il a toutes les informations, non? Est-ce qu'on va discuter ces informations? Les informations, on les vérifie. Quand vous avez un doute, vous allez vérifier tout simplement. Vous n'allez pas discuter sur les informations quand vous n'avez pas de source. Est-ce que Jean-Pierre Bemba dit la vérité ou pas? Allez vérifier. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, ça s'est confirmé. Parce qu'il y en a qu'on a arrêté. Vous êtes au courant au moins? Monsieur Freddy Mulumba, on va terminer. Vous avez un projet, un document que vous êtes en train d'écrire sur la crise en RDC 30 ans durant. Ce document est en pleine élaboration. Oui, c'est presque terminé. En fait, c'est bien parce que quand nous parlons d'abord, on ne peut pas tout dire, mais quand on écrit, on peut tout écrire. Oui. Hein? Donc, je suis en train de voir, d'expliquer aux Congolais
que ce que nous vivons maintenant, c'est la fin des 30 ans de souffrance, grâce à Trump, qu'on le veuille ou non. L'effet est là. Trump vient de mettre fin à la guerre. 1. 2. Trump vient de mettre fin, vient de déboulonner toute la mafia qui était installée en Afrique centrale, donc dans les Grands Lacs. Et cette mafia est composée de mondialistes qui sont venus avec la fidèle. Maintenant, Trump, pour les intérêts étrangers, il préfère que les Congos soient stables, pour qu'on travaille ensemble, que notre peuple vive correctement. Donc, je vais vous montrer encore parce qu'il y a trop de, comment dirais-je, de polémiques. Non, il ne faut pas polémiquer. Il faut prendre les faits, les analyser, expliquer aux gens pourquoi, où est-ce qu'on part. Qu'on le veuille ou non, la paix va s'installer. Ça, nous, bien avec nous. Parce qu'il en va de la survie de la sécurité, donc de l'Amérique, sa sécurité nationale. Donc, il faudrait qu'on soit tous conscients, qu'on profite de ce que Trump nous a offert, ces cadeaux, mais qu'on soit pas aussi naïf. Parce que Trump vient pour les intérêts américains, c'est à nous de défendre nos propres intérêts. Alors, M. Fedim, parlez-nous un peu de la leçon, cette leçon d'histoire. Négociation en 2025, sous les traces des négociations en 2013. Ouais, je pense que c'est avec Doha, non? Oui, oui. Parce que vous voyez maintenant, Doha, qu'est-ce qu'on dit? Il faut qu'on laisse M23, AFC, Rwanda gérer les deux Kivu pendant 8 ans. C'est de la folie. Et ce n'est pas la première fois que le Rwanda réclame ça à travers M23. En 2013, c'était le débat à Kampala. Les M23 demandaient qu'on leur confie, qu'on leur laisse pendant 5 ans, à partir de Ouélé jusqu'au Katanga. Ils pensent que ce sont des zones sinistrées. Pour que M23, non, que les Rwandais gèrent ces provinces-là. En 2013, comment ça a terminé? C'est quand on a décidé de frapper. On a frappé Kagame avec ses troupes, on a frappé M23. Ils sont partis se réfugier au Rwanda et en Ouganda. Et c'est grâce aussi au coup de fil du président Obama qui a demandé à Kagame de retirer ses troupes. Vous comprenez que l'Amérique intervient souvent. L'histoire va se répéter. On va demander à M. Kagame de retirer ses troupes. Comme il va refuser, c'est fini. On demande au Congo de les chasser, de notre territoire. Et ça va se passer ainsi. On ne laissera pas tous ces bandits voler, piller, tuer les Congolais longtemps quand même. Ça fait très mal. Les étrangers se plaignent de nos souffrances. Mais nous, Congolais, on trouve normal. Quelqu'un qui a tué, qui a pillé. Lui, Kagame, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il peut parler avec les Hutus? Pour dans la tête, tous les Hutus sont des génocidaires, non? C'est ça, non? Mais comment nous, on nous a tués plus de 10 à 15 millions de morts. Et Trump, il reprend 6 millions ou bien 7 millions de morts. Il veut mettre fin à la guerre. Vous voulez continuer? C'est vrai, Trump a fait sa part. Maintenant, c'est aux Congolais, des patriotes qu'il faut réveiller. Nous ne sommes pas prêts à accepter une recolonisation des étrangers, que ce soit une relation du Rwanda et l'Ouganda. 30 ans, ça suffit. Donc, c'est aux Congolais de prendre de sa main. On n'a pas d'autre choix. On n'a pas d'autre choix, M. Freddy Mulumba. Mais on va peut-être finir avec une dernière question. Peut-être question liée aux prochaines élections aussi. Est-ce que vous pensez que dans le contexte actuel, il est toujours important qu'on pense au changement de la Constitution? Est-ce que ça tombe à point nommé? Non, écoute, il y a une confusion ici. Est-ce qu'on a une constitution ici? C'est une constitution. Je viens de vous dire ici que l'État n'existe pas au Congo. Il faut réinventer un nouvel État moderne et démocratique, État des droits. Ça signifie que nous devons retoucher la Constitution. Avant ou après Je dis que le retrait de troupes? Dès qu'on signe les deals, nous chassons Kagame et Museveni de notre territoire, on refait la Constitution. Personne ne peut nous empêcher. Parce que si vous voyez toujours en termes d'individus,
oh non, Félix Tshisekedi va rester au pouvoir. Mais si demain les Congo disparaissaient, ceux qui réclament être président, aller aux élections, ils seront présidents dans quel état? Pas supposer que le Congo va disparaître. C'est là où on voit la complicité de la, ou bien, on peut dire l'inconscience de la classe politique congolaise. L'État est menacé de disparition. Vous réclamez les élections. Vous réclamez des dialogues. Normalement, vous devrez réclamer d'abord de sauver l'État avant de passer aux élections et au dialogue. Comment on sauve l'État? Ceux qui ont occupé vos territoires, vous les chassez par la guerre. Ce n'est pas par une négociation. C'est le fond du problème du Congo. On va faire comment, M. Freddy Mulumba? Puisque c'est depuis 2021 que ces hommes de Kagame ont commencé à attaquer notre pays. Ça fait bientôt, ça va faire 4 ans. Oui, c'est parce qu'il y avait des complicités dans l'armée. On est en train de nettoyer l'armée. Tellement de complices ici. C'est fini ça. Dès qu'on termine le nettoyage, cette guerre ne va pas durer longtemps. Qu'on termine le nettoyage de notre armée, c'est dire renseignement. Partout, il y a encore des gens de Kagame là. On nettoie. Est-ce qu'on peut aller aux élections Goma, Bukavu occupés? J'ai dit ceci, on va d'abord récupérer notre État. On n'ira pas aux élections. C'est tout. Mais qu'est-ce qu'on fait avec la Constitution? J'ai dit la Constitution. Les pays est occupé. Vous avez parlé de la Constitution? Oui. Première chose à faire, vous chassez ceux qui occupent votre pays. Après, vous réinventez un État parce que l'État n'existe pas. Ça demande un travail intellectuel. Sans pouvoir insister, M. Freddy Mulumba, la Constitution dit que le mandat est de 5 ans, renouvelable une seule fois. À supposer qu'on arrive à 2028, dans le contexte actuel, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, il continue. Je viens de te dire, c'est ça les débats de caniveau, de bas niveau. Comment cela? Si le Congo disparaissait, vous ferez des élections où? Dis-moi un peu. On est très faible sur le plan intellectuel. Monsieur Freddy Mulumba, je suis peut-être d'accord avec vous, mais la question va se poser également sur le plan du droit. J'ai dit ceci, le Congo disparaît, vous aurez les droits où? Prenons, il y a 4 États. Vous voulez faire les droits où? Voilà, c'est comme ça on dit que nous avons une élite étourdie. Une élite de mercenaires. Des gens qui sont lucides, rigoureux. Vous devez d'abord savoir, première chose à faire, construire l'État. Une armée forte, une justice, une administration forte. C'est ça les piliers de l'État. Il n'y a pas d'administration, la justice est corrompue, l'armée est presque inexistante. On est en train de réformer. Vous dites, nous allons aux élections. On en a fait combien? 4. Ça résout les problèmes. Voilà là où il y a les gens intelligents. Les questions qu'il faut se poser. Et malheureusement ici, et la presse, tout le monde est dans la majoire, non, faisons vite, dès qu'on entre au pouvoir, on va manger, on va acheter des maisons. C'est ça le raisonnement des Congolais. Mais ne pense pas que dans 10 ans, 20 ans, nos enfants seront dans quelles conditions? Voilà la qualité de la médiocrité de notre classe politique. Nous mettons l'ordre à l'Est. On récupère nos territoires. Première étape. Deuxième étape. On réinvente l'État. Et pour réinventer l'État, il faut qu'il y ait un texte. Il faut une nouvelle constitution élaborée par des Congolais. Pas attendre encore Bobaka Bamba avec Jean de Liège venir ici. Non, on vient vous aider pour élaborer une constitution. On n'a plus besoin. On a quand même des gens intelligents ici qui peuvent faire ce travail. On va élaborer une constitution par rapport à nos intérêts, à notre peuple, à notre liberté. Monsieur Freddy Mulumba, on est à la fin de l'émission. Un mot pour tous les Congolais qui nous suivent à ce moment, qui vous ont tellement réclamé. Maintenant, vous êtes là. Un mot pour tous les Congolais qui vous suivent. Moi, je pense, je sais qu'on peut demander aux Congolais, mais en général, il faut un minimum de sacrifices pour être libre et indépendant. Si les Lumumba, les Kassavoub et les autres n'avaient pas consenti des sacrifices, ils ne seront pas libres aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons librement. Mais dire la colonisation, quand la Belgique était quand on était sous la colonisation belge, les gens n'étaient pas libres. Aujourd'hui, nous parlons librement. Donc, il faudrait qu'on y travaille, qu'on accepte un minimum de sacrifice. Il faut se priver quelquefois à manger, accepter. Donc, on ne fait pas le sacrifice pour soi. On fait le sacrifice pour la communauté. Pour que ceux qui viendront après nous vivent en toute liberté. C'est ça être un peuple. Non, si on ne fait pas ça, donc on ne mérite pas ce pays. Un grand pays de 100 millions d'habitants.
trop riche. La menace de balkanisation, elle est toujours proche ou... Non, maintenant, on peut dire que la balkanisation est mise dans les tiroirs parce que ceux qui portaient les projets, c'était les globalistes, mondialistes qui étaient à Kigali, Kagame et Museveni. Trump vient de mettre fin à cela. Trump n'est pas prêt pour porter les projets de la balkanisation du Congo. Ce n'est pas son projet à lui. Le projet de Trump, c'est America First, l'Amérique d'abord. Pas aller faire des guerres, des pillages, non. Donc maintenant, c'est à nous, avec notre intelligence stratégique, de travailler. Pour qu'on ne tombe pas encore dans les mains d'autres bandits qui vont encore nous mettre sur leur domination. Mais du moins, ce qui est positif, on est protégé par l'Amérique. Et les autres puissances vont réfléchir des fois. Je prends toujours l'exemple de Burkina Faso. Parce que les gens parlent trop, l'Amérique vient pour nous piller, nous tuer. Burkina Faso, vous savez pourquoi Traoré et les autres tiennent debout? C'est parce qu'il y a un grand derrière, non? Là, Poutine, hein, il y a la Russie. Si Poutine n'était pas là, il n'y aurait pas de pouvoir là-bas. Il ne faut pas être naïf. Hein? Quand il y a compétition entre grandes puissances, il faut vite s'aligner. Nous, on est nulle part. C'est comme ça que tout le monde devient, on nous tue, on nous pille. Personne ne parle pour nous. Maintenant, l'Amérique de Trump a décidé de nous protéger. Ok. Il ne le fait pas parce qu'ils nous aiment. Ils le font parce qu'ils ont besoin de matières premières stratégiques, de minerais stratégiques, pour faire face à la Chine. Maintenant, c'est à nous de savoir, nous voulons quoi? Que c'est chamaillé, négociation, on a encore signé des droits, on part à Washington pour faire voter, si c'est une loi ou quelque chose là. Une résolution. Une résolution au Congrès. Ça quel impact? On va voter la résolution pour demander qu'on respecte la Constitution. Pas de troisième mandat. Pas de troisième mandat. Mais Kagame occupe Bunangada. Kagame occupe les mines de Rubaya. Kagame occupe Goma. Kagame occupe Bukavu. Mais si on était de véritables Congolais, c'est demander une résolution pour qu'on condamne Kagame. Mais comme ils sont tous complices, ils laissent Kagame faire ce qu'il veut. Parmi tous ces gens-là, qui a attaqué Kagame? C'est qu'on signe là. Aucun n'a attaqué Kagame? Mais vérifie. Personne. Donc, Kagame, c'est le patron. Ils sont des sujets de Kagame. Voilà le problème de notre classe politique. Monsieur Freddy Mulumba, politologue, chercheur en sciences politiques, journaliste aussi. Monsieur Freddy Mulumba, engagé dans un combat pour la restauration de valeurs congolaises, non à la balkanisation de la République démocratique du Congo, holocauste au Congo, plus jamais de génocide dans notre pays. Bientôt, ce sera le 2 août, journée nationale du Génocauste. On espère qu'il y aura une activité. Non, il faut aller au-delà. Le 2 août, c'est le jour où James Kabarebe a fait un raid sur Mwanda. Ils ont pris l'avion à partir de Goma jusqu'à Mwanda. Ils ont commencé à avancer ici pour prendre le pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple qui s'est réveillé. On a arrêté les rebelles à main nue avant que les troupes zimbabwéennes arrivent à l'aéroport, avant que les Angolais entrent en danse. C'est ça qu'on appelle, il faut entretenir la mémoire collective. On a tendance à oublier ça. Le 2 août, c'est le jour où Mzee Kabila a décidé de chasser les Rwandais et les Ougandais du Congo. Ça a créé la deuxième guerre avec RCD de Robert. Ils sont ici, ils sont nombreux, ils circulent. Voilà un peuple qui n'a pas, qui ne connaît pas son histoire, un peuple sans avenir. On n'a pas de mémoire collective. Ça, c'est Alain Foucault. Tu vois, on s'embrouille là. Les politiciens, ils écrivent, non, venez, on va encore négocier pour avoir des postes. Ils oublient qu'on a échappé à la recolonisation du Rwanda et de l'Ouganda, les 2 autres grâce à Mzee Kabila. Ils les avaient chassés, non? L'Ouganda également, on en a parlé, hein, partenaire. Maintenant, ils sont revenus. On va encore les chasser 2e fois. L'histoire va se répéter. D'ailleurs, Kayumba, Manawasa, je pense, l'ancien chef d'état-major de l'armée rwandaise, il était ici, c'est lui qui a amené les troupes ici. Kayumba dit à Kagame,
l'histoire montre que on n'a jamais occupé un peuple en Afrique longtemps. Nous sommes incapables d'occuper le Congo longtemps. Ça ne sert à rien de continuer. Kayumba se trouve où? En Afrique du Sud. Il a failli être tué par Kagame. Mesdames et messieurs, cette émission touche à sa fin. Merci beaucoup, monsieur Freddy Mulumba. Votre retour après presque 2 mois d'absence. Oui, il fallait laisser quand même qu'on apprenne. Il faut beaucoup apprendre. Hein? Je n'aime pas beaucoup de polémiques. Ça ne sert à rien. Il faut beaucoup travailler. Si je demande aussi aux Congolais d'éviter des polémiques. Chacun peut avoir son point de vue, il les donne. Il faut qu'il y ait un débat contradictoire mais constructif. Pas venir s'insulter, être manipulé par des gens, non. Il faut garder sa liberté intellectuelle, sa liberté de penser. Merci beaucoup, M. Freddy Mulumba. Merci à la population qui est en train de nous suivre en ce moment. L'émission est complètement terminée. Vous avez compris, on a parlé de l'accord de 27 juin 2025. Au revoir.